numéro de Défense, le magazine qui vous donne accès aux coulisses de l'actu stratégique et militaire sur i24 News. Au programme cette semaine, le retour en force d'Al-Qaïda en Irak. Le mouvement passe à l'offensive dans la région. Analyse à suivre. Vous verrez également que le chien est le meilleur ami du soldat. On se rendra dans une unité canine d'élite en Israël. Mais tout de suite, le tour du monde de l'actu défense en 1 minute. Nous commençons en Chine, où le premier porte-avions a terminé avec succès une série de tests au cours d'une mission de formation dans la région contestée de la mer de Chine du Sud. Ces exercices ont été le mois dernier les premiers du genre au large de la côte de l'île de Hainan. Ils ont surtout marqué des manœuvres fictives contre des bateaux américains. Au cours de ces exercices, le fameux porte-avions était escorté de 2 destroyers et de 2 frégates, d'avions de chasse et d'un sous-marin. Le porte-avions est désormais amarré dans le port de Qingdao. En Angleterre, 4 membres de l'US Air Force sont morts dans un accident d'hélicoptère mardi dernier près de Clee, à 180 km au nord-est de Londres. L'appareil, un Pavehawk HH-60G de l'US Air Force, qui dispose d'une base sur un site de la Royal Air Force à Lakenheath, s'est écrasé lors d'un entraînement dans une zone marécageuse alors qu'il volait à basse altitude. L'armée américaine a confirmé que l'accident s'est produit pendant une opération d'entraînement de nuit. Et pour terminer, un fusil de fabrication israélienne a été nommé lauréat du prix d'or Bullseye 2014 organisé par le magazine American Rifle. Le Tavor est utilisé aujourd'hui depuis plusieurs années par de nombreuses unités d'infanterie de Tsahal. Ce prestigieux prix récompense les meilleurs produits dans le domaine des tirs. Les gagnants sont sélectionnés par un jury de 7 membres. Le chaos semble bel et bien être revenu en Irak avec le retour en force d'Al-Qaïda. Un groupe lié à la mouvance, l'État islamique en Irak et au Levant, a pris le contrôle de l'une des grandes villes du pays, Falloujah. Une façon pour Al-Qaïda de démontrer que sa nébuleuse terroriste est plus active que jamais et sur tous les fronts. Analyse à suivre dans un instant avec notre invité, mais tout de suite, le rappel des faits. À Kerbala, la Croix-Rouge a distribué une première aide d'urgence à de nombreuses familles de Falloujah qui ont fui la ville. Les familles se sont installées dans des locaux désaffectés appartenant au gouvernement et dans des écoles inoccupées. Beaucoup ont justifié leur départ par la crainte de ne plus pouvoir survivre à Falloujah. Le nombre de familles déplacées est environ de 150 et il continue encore à arriver. Alors que les combats se poursuivent entre les forces gouvernementales et les militants liés à Al-Qaïda, les résidents de Falloujah et de Ramadi déplorent le manque de nourriture et de gaz. Il y a une pénurie de gaz. La ville a besoin de nourriture et de matériel médical. Les ambulances d'urgence sont indispensables car on utilise nos propres voitures pour transporter les blessés vers les hôpitaux car il n'y a pas d'ambulance. Des policiers chargés de la circulation étaient de retour mercredi dans les rues de Falloujah, toujours sous contrôle d'hommes armés. Des combattants anti-gouvernementaux masqués étaient déployés dans toute la ville. On est plusieurs familles à avoir quitté Falloujah. Ont lieu actuellement des opérations militaires en raison de la présence de militants qui ne sont pas les bienvenus dans la ville. Des bombardements non ciblés ont lieu dans la ville, donc on a eu peur pour nos familles et on a quitté la ville. C'est la première fois depuis l'insurrection qui a suivi l'invasion américaine de 2003 que des militants d'Al-Qaïda prennent ouvertement le contrôle de zones urbaines en Irak. Les forces gouvernementales ont perdu la semaine dernière le contrôle de Falloujah et de secteurs de la ville de Ramadi, chef-lieu de la province sunnite d'Al-Anbar à l'ouest de Bagdad. Et on continue de parler de cette offensive d'Al-Qaïda dans la région avec Rachel Kanz-Feder. Elle est chercheuse au centre Moshe Dayan pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique. Bonsoir. Shalom. Alors quel est le principal objectif, l'agenda de ce groupe, l'État islamique en Irak et au Levant ? En Irak, ce groupe aspire à renforcer ses positions et s'étendre à la Syrie et à renforcer l'opposition sunnite contre Assad. Est-ce qu'il s'agit également d'instaurer la charia dans cette région ? Oui, absolument.
Et ce n'est pas seulement la charia, c'est une charia très rigoureuse. Et ils veulent l'imposer à tous les résidents et leur dire comment se vêtir, comment se comporter. Et d'imposer la loi islamique avec une formule très rigoureuse. Est-ce qu'aujourd'hui ils ont les moyens de leurs ambitions dont vous nous parlez ? Pour le moment, je crois qu'il y a suffisamment d'acteurs, de protagonistes qui sont dédiés à freiner cette extension. Et ces acteurs sont soit des groupes sunnistes en Syrie, ce sont également les États-Unis, c'est également l'Irak et les Russes. Aujourd'hui, il existe suffisamment de protagonistes, d'acteurs qui ne veulent pas les laisser étendre leur influence. Donc il est difficile de savoir, il est difficile de prédire de quelle manière cela va se développer. Mais hier soir, par exemple, il y avait un groupe sunnite qui a occupé le quartier général de ce groupe et qui les a expulsés, pour ainsi dire. Alors vous avez parlé de tous ces acteurs de la scène internationale. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une responsabilité de l'Occident qui n'est pas intervenu en Syrie? Parce que là aussi, ce groupe s'implante en Syrie. Et donc, ça a permis, cette non-intervention, aux djihadistes de s'implanter dans la région. Il est évident que l'approche américaine, une approche faible en Syrie, ne contribue pas à stabiliser la situation. Et effectivement, cela leur donne la possibilité d'étendre leur influence. Mais je ne crois pas que les Américains sont les seuls responsables de cette situation. Il est difficile de savoir s'il y avait eu une intervention américaine en Syrie. S'il y avait eu une guerre, je ne suis pas sûr que cela aurait résolu le problème. Merci beaucoup Rachel Kans-Feder pour cette interview. Merci à vous. 2 otages enlevés par une secte fondamentaliste, un hélicoptère qui se crache en territoire ennemi, tels sont les scénarios d'un exercice annuel mené il y a quelques jours par les forces spéciales de l'armée française. Un exercice qui s'inspire, vous allez le voir, de récentes opérations militaires, notamment au Mali. Son nom de code, Bambari. Regardez. C'est aux portes des Pyrénées, sous un climat hivernal, que l'exercice annuel Bambari s'est déroulé. Cet exercice s'adresse au personnel en formation ou en recyclage affecté au 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Tout ce personnel, en fin de formation, chacun dans son coin, finit par se retrouver donc, au mois de décembre pour un exercice le plus concret possible, visant à valider les savoir-faire techniques et tactiques qu'ils auront acquis pendant ces nombreuses semaines de formation. Le 54e régiment de transmission et le 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales, composante externe au 1er RPIMA, participent à cet exercice. En début de soirée, la simulation d'un crash d'un hélicoptère en territoire ennemi a été jouée. Mon groupe qui était en alerte s'est préparé. On a eu très rapidement un briefing, donc un briefing mission pour pouvoir partir. On est allé récupérer le pilote et son commandant de bord qui étaient blessés tous les deux. Sur la dizaine de jours que compte l'exercice Bambari, d'autres scénarios ont pu être joués, comme la libération d'otages et le vol de drôles tactiques de courte durée. Le chien est le meilleur ami de l'homme, dit-on, mais aussi celui du soldat. Attaque, poursuite, localisation de caches d'armes, détection d'explosifs. Le chien militaire peut être un élément déterminant lors de missions spéciales, et plus particulièrement en Israël, où la menace terroriste pèse toujours. Liran Musli est allé à la rencontre d'une unité canine d'élite de Tsahal. C'est sur cette colline, sur les hauteurs de Jérusalem, que se trouve le quartier général de la police canine. Cette unité a été fondée après les attentats terroristes dans les années 90. Son objectif, trouver les explosifs cachés dans des sacs et des voitures à l'aide de chiens. Mais au fil des ans, la mission a été étendue aux enquêtes criminelles, aux unités antidrogue et à la recherche de personnes disparues. On trouve ici 25 races de chiens différentes. Des chiens loups, des labradors et autres bergers belges, tous entraînés quotidiennement aux tâches de l'unité.
Chaque chien opère en binôme avec un policier et les deux combattants travaillent en duo pendant 6 mois de formation avant de partir sur le terrain. J'ai toujours aimé les chiens et les animaux, depuis que je suis enfant. J'ai recueilli des animaux qui erraient dans les rues. C'est ma mère qui s'en est occupée. C'est le cas de Boone. Je l'ai eu quand il était âgé d'1 mois. 11 mois plus tard, je l'ai emmené à l'unité, on s'est entraîné et on opère désormais ensemble. Il a aujourd'hui 7 ans. Dans 1 an, il prendra sa retraite et retournera tranquillement chez moi. Boone a déjà trouvé des armes et des explosifs. Un jour, nous sommes rentrés dans une maison et il me montrait la machine à laver. Mais les enquêteurs n'y ont rien trouvé. Je leur ai dit, si le chien le dit, c'est qu'il y a bien quelque chose. J'en suis certaine. Ils ont de nouveau cherché et y ont trouvé une arme. Tout cela grâce à lui. Le chef de cette unité, le voici, Tamir Dalal. À son actif, un grand nombre d'opérations réussies dans les unités antidrogue, l'argent sale et la découverte de personnes disparues. Zula, le chien d'Erez, part à la recherche d'explosifs. Il se sert ici de ses excellentes capacités olfactives. Les citoyens regardent positivement cette unité. Tout le monde sait que les chiens sont dressés pour assurer la sécurité de leurs maîtres et de ceux qui les entourent. Force est de constater la fierté de l'unité et son professionnalisme, l'image d'une grande famille. On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme et c'est tellement vrai. Il sent quand je suis triste, quand je suis fatigué. On vit ensemble et on partage les mêmes émotions. J'accueille sur ce plateau le colonel de réserve Atay Shelar, ancien chef de l'unité d'élite Yahalom. C'est une unité de l'armée israélienne spécialisée dans la lutte contre le terrorisme et le démantèlement des tunnels de contrebande. Atay Shelar, bonsoir. Bonsoir. Alors quel est le plus grand atout du chien militaire lorsque l'on lutte contre le terrorisme comme vous l'avez fait? Il y a deux atouts. D'abord, il fait l'économie de la vie humaine car il remplace l'être humain, il remplace le combattant dans les points les plus dangereux. Deuxièmement, il permet aux combattants de pénétrer sur le champ de bataille après que le chien ait attaqué et surpris l'adversaire. Et donc les combattants peuvent agir de manière beaucoup plus sécurisée. Vous avez en mémoire une opération spéciale au cours de laquelle le chien militaire a eu un rôle crucial? L'opération la plus significative, la première, en 1980, c'était en 1980. Les chiens ont pris une part active dans la libération d'otages qui étaient détenus dans un jardin d'enfants au kibbutz Misgavam, près de la frontière israélo-libanaise. C'est la première fois que l'opération de ces chiens a été exposée. Et puis les chiens aujourd'hui prennent une part de plus en plus active dans des centaines d'opérations sur tous les fronts au sud Liban jusqu'en 2000. Et puis durant la deuxième intifada, que ce soit en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. Vous le dites, ils ont un rôle déterminant lorsque l'on travaille au jour le jour avec un chien militaire, quand on lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'on est confronté à des problèmes d'ordre moral ? Je crois que le dilemme moral, c'est quelque chose qui nous accompagne tout le temps. Néanmoins, lorsque l'on comprend que le chien, je pourrais même l'appeler un robot biologique, eh bien il fait l'économie de vie humaine, alors on met les choses en balance et ça évidemment ça accompagne les combattants. Les chiens sont très importants évidemment. Mais les combattants ont aujourd'hui une arme avec laquelle ils doivent faire une opération dangereuse. Et il y a beaucoup de dilemmes éthiques sur le champ de bataille, mais pas seulement avec des chiens. Oui, et puis vous l'avez dit, il y a de l'affect. Comment se construit cette relation entre le maître soldat et le chien ? C'est la première condition. Il faut qu'il y ait une relation forte entre le combattant et le chien.
Même que ce soit un chien de sauvetage ou un chien d'attaque, ou des chiens qui prennent part à des opérations antiterroristes. C'est la base de tout, la relation intime entre le combattant et le chien. La formation des combattants qui dure 4 mois est consacrée au renforcement de cette relation entre le chien et le combattant. Merci. Merci beaucoup Atay Shelar pour cette interview. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur i24 News. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Défense. Soyez au rendez-vous.